Bonjour et bienvenue. Et donc au programme ce matin, les marchés respirent, mais le monde reste sous tension. Entre désescalade contrôlée entre Washington et Pékin, réarmement économique des États-Unis et prudence de l'OPEP, la semaine s'annonce stratégique sur le front géopolitique et financier. En toile de fond, la France dévoile un budget 2026 sous surveillance des agences de notation pendant que l'Allemagne alerte sur la guerre hybride menée par Moscou. Et si, derrière ces signaux dispersés, se dessinait un nouveau rapport de force mondiale où la finance, la technologie et la souveraineté deviennent les véritables armes d'influence. Donald Trump tente une manœuvre délicate, rassurer les marchés financiers tout en maintenant la pression stratégique sur la Chine. Après avoir agité la menace de droits de douane de 100% sur les importations chinoises, le président américain semble désormais opter pour une désescalade contrôlée, un virage observé de très près par Wall Street. Cette inflexion ne signifie pas pour autant un recul, puisqu'en coulisses, Donald Trump et son secrétaire au Trésor Scott Bessent orchestrent une ligne à deux niveaux, stabiliser la confiance des investisseurs tout en conservant un arsenal de mesures économiques, sanctions, contrôles à l'exportation, restrictions d'investissement prêtes à être activées si Pékin ne cède pas. La stratégie est claire, apaiser sans désarmer. Face à cette offensive mesurée, la Chine adopte, elle, un ton plus prudent. Le ministère du Commerce a en effet promis d'appliquer ces restrictions sur les terres rares de manière modérée, reconnaissant implicitement les effets collatéraux de sa propre politique. Dans les médias chinois, la couverture du différend a été volontairement atténuée, un signe que Pékin cherche à apaiser la température sans renoncer à ses leviers de puissance. Sur le plan géopolitique, cette séquence s'inscrit dans un cycle désormais familier, menaces, tensions puis temporisation. Depuis le début du second mandat de Trump, les relations sino-américaines oscillent entre confrontation tarifaire et trêve tactique. Mais derrière la guerre des mots se joue un enjeu plus profond, le contrôle des technologies critiques, des chaînes d'approvisionnement et des minerais stratégiques. Ainsi, loin d'un simple épisode commercial, cette confrontation révèle une recomposition du pouvoir économique mondial. Les États-Unis veulent consolider leur souveraineté industrielle. La Chine, elle, veut préserver son statut technologique. Entre eux, la trêve verbale actuelle n'est qu'une pause dans une rivalité appelée à redessiner durablement les équilibres économiques de la planète. JP Morgan Chase a franchi un nouveau cap. La première banque américaine va investir 10 milliards de dollars de ses propres fonds dans des entreprises jugées stratégiques pour la sécurité nationale, c'est-à-dire la défense, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les minerais critiques ou bien encore la résilience énergétique. Cette enveloppe s'inscrit dans un programme plus large de 1500 milliards sur 10 ans destiné à renforcer les industries vitales des États-Unis. Pour Jamie Dimon, le PDG du groupe. Ce virage s'impose, les États-Unis dépendent trop de chaînes d'approvisionnement étrangères pour des composants essentiels, notamment les terres rares. C'est une question de souveraineté économique autant que de sécurité nationale, a-t-il affirmé. Mais derrière la rhétorique patriotique se cache une évolution profonde du rôle des banques. JP Morgan ne se contente plus de financer l'économie, elle devient actionnaire de la puissance américaine. Une stratégie audacieuse mais risquée, puisqu'elle l'expose de façon accrue aux aléas sectoriels, aux arbitrages politiques délicats et aux possibles tensions entre rendement financier et objectifs stratégiques. Cette initiative résonne jusqu'en Europe, où les États membres cherchent eux aussi à bâtir une autonomie industrielle et énergétique. L'Union européenne a d'ailleurs lancé plusieurs programmes visant à soutenir son industrie de défense et ses filières critiques. Cependant, les acteurs bancaires du vieux continent restent plus contraints par la réglementation et moins enclins à endosser un rôle souverainiste assumé. Dès lors, une question s'impose, assiste-t-on à la naissance d'une finance de souveraineté où les grandes banques deviendraient les bras armés des nations? Si oui, l'Europe devra choisir, suivre le modèle américain ou inventer sa propre voie plus coopérative et moins centralisée. Dans tous les cas, la bataille de l'influence économique mondiale se joue désormais aussi dans les bilans des grandes banques mondiales. Les États-Unis entrent dans une phase de croissance atypique, marquée par un dualisme entre expansion technologique et ralentissement du marché du travail. Selon l'enquête du Wall Street Journal menée auprès de 64 économistes, le PIB réel américain devrait progresser de 1,7%
au quatrième trimestre 2025, soit un net relèvement par rapport au 1% modélisé en juillet. Cette révision s'explique en grande partie par la hausse des investissements liés à l'intelligence artificielle et à l'infrastructure numérique qui soutiennent la productivité et amortissent les effets d'un cycle économique incertain. Pourtant, la dynamique de l'emploi, elle, reste atone. Les prévisionnistes n'attendent que 15 000 créations nettes d'emplois par mois contre plus de 50 000 précédemment. Ce décalage illustre un phénomène classique des phases d'automatisation rapide. Les gains de productivité se concentrent dans les bilans des entreprises fortement capitalisées, tandis que la demande de main-d'œuvre, elle, ralentit. L'administration américaine, en restreignant l'immigration, entretient mécaniquement un taux de chômage stabilisé autour des 4,5%, mais au prix d'un déficit de main-d'œuvre qualifiée. Cette résilience apparente masque cependant une dépendance structurelle. Sans les investissements massifs dans les centres de données, la croissance américaine aurait stagné début 2025 à 0,1%. Selon les experts, les data centers dopés par les besoins en IA générative absorbent une part croissante de l'investissement privé et public. Ils deviennent ainsi un vecteur de croissance exogène, mais aussi un facteur de concentration industrielle profitant aux géants du numérique et creusant les écarts sectoriels. Sur le plan monétaire, les économistes anticipent deux baisses supplémentaires de taux directeur par la Réserve fédérale pour contenir les tensions sur le crédit et accompagner la transition technologique. Mais l'incertitude institutionnelle pèse. Une éventuelle remise en cause de l'indépendance de la Fed par Donald Trump pourrait fragiliser la confiance des marchés. En somme, la croissance américaine de 2025 repose moins sur une demande interne vigoureuse que sur une infrastructure numérique hypertrophiée devenue à la fois moteur conjoncturel et vulnérabilité stratégique. En France, le gouvernement présente aujourd'hui le projet de budget 2026 devant le Parlement dans un contexte économique et politique particulièrement délicat pour la France, marqué par la nécessité de rétablir la confiance des marchés. Après la récente dégradation de la note souveraine française, le projet s'articule autour d'un effort d'économie inédit tout en tentant de répondre à la montée des attentes sociales. Au cœur de la proposition, un objectif de réduction du déficit public qui devrait passer sous la barre des 4,5% du PIB grâce à un plan d'économie de plus de 15 milliards d'euros. Cet ajustement budgétaire s'accompagne d'une hausse ciblée de la fiscalité sur les hauts revenus et d'un relèvement progressif de la fiscalité carbone afin de soutenir la transition écologique tout en évitant de trop peser sur les classes moyennes et populaires. Parmi les mesures emblématiques, la réforme du financement de la sécurité sociale fait débat. Certaines prestations sociales seront indexées de façon plus stricte sur l'inflation, alors que le budget de l'assurance chômage est revu à la baisse. Le gouvernement insiste sur la nécessité de moderniser l'action publique, mais doit composer avec le scepticisme d'une partie de la majorité comme de l'opposition qui dénonce un manque d'audace sur la fiscalité des multinationales et la redistribution. À la veille, au jour d'un possible bras de fer parlementaire, ce budget 2026 cristallise tous les arbitrages économiques et sociaux d'une France bousculée par la montée des taux et la pression internationale pour restaurer sa crédibilité budgétaire tout en continuant à investir dans la croissance et la cohésion sociale. L'Allemagne hausse le ton mais garde la mesure. Le nouveau chef du renseignement extérieur, Martin Jäger, a prévenu que la paix glaciale actuelle entre la Russie et l'Union européenne pourrait, je le cite, dégénérer à tout moment en confrontation houleuse. Selon lui, Moscou cherche désormais à étendre sa sphère d'influence vers l'Ouest, quitte à affronter militairement l'OTAN si nécessaire. Cet avertissement s'inscrit dans un climat de tension croissante puisque ces derniers mois, l'Europe a connu une multiplication d'incidents, incursions de drones russes en Pologne et en Allemagne, cyberattaques contre des infrastructures critiques, campagne de désinformation massive et sabotage sous-marin, autant d'éléments qui, selon Berlin, traduisent une guerre hybride à bas bruit menée par Moscou. Jäger affirme que l'Allemagne est devenue la cible prioritaire de la Russie en Europe en raison de son poids politique au sein de l'Union et de son soutien déterminant à l'Ukraine. Ces attaques ne relèveraient cependant pas d'une logique militaire classique, mais d'une stratégie d'usure, c'est-à-dire tester la résistance psychologique, politique et institutionnelle des démocraties occidentales. Son prédécesseur, je vous le rappelle, Bruno Kohl, avait déjà mis en garde fin 2024 contre le risque que cette escalade hybride ne pousse à terme l'OTAN à envisager d'activer l'article 5, c'est-à-dire la clause de défense collective de l'Alliance. Mais pour l'heure, aucune intention de guerre ouverte n'est détectée. Ce qui inquiète Berlin, c'est plutôt la zone grise dans laquelle la Russie avance, c'est-à-dire ni paix ni guerre, tout en cherchant
à affaiblir la cohésion occidentale. Les conséquences géopolitiques seraient majeures si Moscou parvient à diviser l'OTAN ou à mener ou à semer le doute sur la fiabilité du parapluie américain. C'est tout l'équilibre de sécurité européen qui vacillerait. À l'inverse, une réaction excessive pourrait offrir au Kremlin la confrontation qu'il cherche à provoquer pour consolider son pouvoir intérieur. Derrière ces avertissements, le message de Berlin est clair, vigilance sans panique. La Russie mène une guerre de perception autant que d'influence. Pour l'Europe, l'enjeu est désormais de renforcer sa résilience politique et stratégique avant que la ligne entre provocation et agression ne disparaisse tout à fait. Enfin, l'OPEP a choisi la stabilité. Le cartel pétrolier basé à Vienne a maintenu inchangées ses prévisions de demande mondiale, tablant sur une hausse de 1,3 million de barils par jour en 2025 et de 1,38 million en 2026. Une dynamique portée par une activité économique encore robuste et des besoins accrus en carburant de transport. Mais derrière ce ton mesuré, les signaux d'alerte se multiplient. L'organisation évoque des risques budgétaires liés à l'endettement élevé des grandes économies et au taux d'intérêt américain, tandis que la menace d'une guerre commerciale entre Washington et Pékin refait surface. La Maison-Blanche envisage, elle, en effet, je vous le rappelle, de rétablir des droits de douane pouvant atteindre 100% sur les importations chinoises. Sur les marchés, le Brent se maintient autour des 63 $ le baril, soutenu par un climat géopolitique plus calme après le cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages négociés par les États-Unis. La production de l'OPEP a légèrement progressé, portée par l'Arabie Saoudite, tandis que l'Alliance OPEP+, elle, continue de démanteler ces réductions décidées en 2023. Toutefois, seule la moitié des hausses promises atteindrait réellement le marché, certains pays faisant face à des contraintes de capacité. Sur le plan géopolitique, la prudence de l'OPEP illustre un équilibre instable entre relance de la production, maintien des prix et incertitudes économiques. Le cartel marche sur une ligne de crête, surveillant autant les tensions commerciales que la fragilité de la croissance mondiale. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et aujourd'hui, peu de statistiques macroéconomiques à se mettre sous la dent. C'est plutôt du côté de la politique monétaire qu'il faudra regarder, puisqu'on attend à 18h20 heure de Paris le discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Sinon, c'est du côté des publications d'entreprises, des publications trimestrielles qu'il faudra aller chercher de la volatilité, puisque je vous rappelle que les grandes banques américaines entrent dans la danse aujourd'hui. JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Goldman Sachs vont publier leurs comptes aujourd'hui. En France, on attend les publications de LVMH, de mémoire, oui c'est ça, LVMH et Publicis également publieront leurs résultats trimestriels. Voilà, ça apportera de la volatilité au marché. Sinon, eh bien, attardons-nous désormais un moment sur ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé dans le vert, portées par un ton plus conciliant de Donald Trump sur les relations commerciales entre Washington et Pékin, les investisseurs ayant salué la volonté d'accalmie entre les deux puissances, Pékin n'ayant pas répliqué, je vous le rappelle, aux dernières menaces américaines. Ce répit, cependant, reste fragile puisque les regards, désormais, se tournent vers Paris, où Sébastien Lecornu doit présenter cet après-midi son discours de politique générale face à une Assemblée nationale plus que divisée. Et en parallèle, donc comme je vous le rappelais, la saison des résultats s'ouvre avec LVMH et Publicis en fer de lance aujourd'hui et les grandes banques américaines également. Ce sera l'occasion d'un test grandeur nature pour comprendre, mesurer et apprécier la solidité des marchés après un été marqué par la volatilité. Dans ce contexte, le CAC 40 hier a gagné 0,21% à 7 934 points. Le DAX a, lui, pris 0,55%. Le FTSE s'est apprécié de 0,16%, tandis que l'Eurostoxx 50 a, lui, progressé de 0,58%. Outre-Atlantique, les marchés boursiers ont nettement rebondi hier, effaçant une partie des lourdes pertes de vendredi dernier. Ce regain de confiance, vous l'avez compris, s'explique par le changement de ton de Donald Trump qui a rassuré les marchés en déclarant sur Truth Social que tout ira bien avec la Chine. Je le cite évidemment, un message aussitôt soutenu par ses proches, le vice-président J.D. Vance et le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, tous deux soulignant la volonté de privilégier le dialogue plutôt que le bras de fer tarifaire. Le S&P 500 a progressé de 1,6%, le Nasdaq de 2,2%, soit leur plus forte hausse depuis mai dernier, tandis que le Dow Jones lui gagnait de façon plus mesurée 1,3%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les cours ont légèrement progressé hier, soutenus par le ton
plus conciliant de Donald Trump à l'égard de la Chine, mais les analystes restent prudents, puisque selon eux, la tendance demeure fragile dans un contexte de surproduction mondiale et de stocks en hausse. Si le WTI reste sous les 60 $ le baril, préviennent les experts, la production américaine de schiste pourrait ralentir. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a gagné hier un peu moins de 1%, 0,94% pour être exact, à 63,32 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison novembre, a lui gagné 1% tout rond à 59,49 $ l'unité, donc ça le situe sous la barre symbolique des 60 $, barre sous laquelle les investisseurs, le rendement des puits de pétrole de schiste et les puits de forage de schiste aux États-Unis ne sont plus assurés. Dans ce contexte, nous allons voir dans quelle mesure Guillaume Lydie est capable de nous présenter des actifs qu'il pourrait être intéressant d'avoir ou non en son portefeuille. Et tout ça, c'est dans un instant dans ces Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.